Bonjour, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce webinaire qualité de vie au travail sur la transparence des salaires, obligations juridiques et opportunités managériales. Euh, je suis Tiffany Gallier, je suis directrice du conseil Shuggle Place to Work France. Donc nous faisons de l'audit et du conseil sur tout ce qui est expérience collaborateur et marque employeur et je suis avec Barbara. Bonjour à tous, désolée, ma caméra ne fonctionne pas ce matin, mais le micro fonctionne et c'est le principal. Donc Barbara Mollet, je suis avocate associée au sein du cabinet Littler France, qui est spécialisé en droit du travail. Et donc là, pour vous parler des aspects juridiques de la directive Pay Transparency. Tout à fait. C'est vrai qu'on a l'habitude avec Barbara de faire ce type de format pour coupler nos deux expertises, donc juridique pour Barbara et plutôt managériale et organisationnelle de mon côté. Nous allons passer l'ensemble des éléments ensemble. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc nous les parcourrons par la suite. Donc, pour aujourd'hui, notre objectif, c'était de vous faire un petit panorama et vous donner quelques chiffres sur l'importance du bien-être financier, qui est vraiment un des leviers clés de l'expérience collaborateur, pour ensuite aller dans le détail sur la transparence des salaires et donc écouter Barbara nous expliquer ces détails, et enfin vous partager les bonnes pratiques d'organisation qui se mettent en ligne pour faire face à ce défi. Donc, sur le bien-être financier comme levier de l'expérience collaborateur, ça nous semblait quand même important de rappeler l'essentiel. Le bien-être financier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être la rémunération, mais aussi d'autres choses. Ça va être de savoir gérer son budget au quotidien, d'avoir une épargne de précaution pour faire face aux imprévus, avoir une culture financière suffisante et avoir la capacité de gérer et d'optimiser son épargne sur le long terme. C'est tout cela, le bien-être financier. Et effectivement, eh bien, ça va aussi permettre de calculer ce qu'on appelle le niveau de vie arbitrable, c'est-à-dire le revenu du salarié pondéré par la consommation de son ménage en fonction de l'organisation de sa famille, est-ce qu'il a des enfants, pas d'enfants, etc., ce qu'il fait et ce qu'il reste après paiement des charges. Forcément, ici, on peut jouer soit sur ce que l'on donne, soit sur ce que l'on dépense pour avoir un niveau de vie arbitrable correct. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, la rémunération, ce niveau de vie arbitrable, ce pouvoir d'achat, eh bien, ça fait vraiment partie de l'expérience collaborateur. C'est vraiment quelque chose à considérer, pas uniquement d'un point de vue pur légal, pur juridique, mais vraiment comme étant un levier important pour nourrir l'attractivité et la fidélisation des collaborateurs au sein des organisations. Alors, quand on parle d'expérience collaborateur, si nous devons en donner une définition, eh bien, ça va être l'ensemble des perceptions que ressent le collaborateur au contact de son organisation. Donc, ça passe du recrutement jusqu'à la sortie de l'organisation. Donc, il y a un certain nombre de points de contact à ne pas louper. Et on peut aussi parler de l'expérience collaborateur en parlant de 3 typologies d'expérience. L'expérience émotionnelle, l'expérience relationnelle vis-à-vis de son manager, mais aussi de ses collègues, et on appelle enfin l'expérience fonctionnelle, la 3e typologie d'expérience. Et dedans, cette expérience fonctionnelle, de quoi on parle? Eh bien, c'est est-ce que je peux connaître et accéder facilement aux services de mon organisation, notamment RH? Est-ce que ma rémunération me paraît suffisante? Et est-ce que mes perspectives professionnelles sont attractives? Alors, vous voyez qu'effectivement, tous les sujets de pouvoir d'achat, rémunération, niveau de vie arbitrable vont aller toucher cette expérience fonctionnelle et donc, de manière générale, l'expérience collaborateur. Et forcément, quand on parle d'expérience collaborateur, on n'est jamais très loin de parler de marque employeur, notamment marque employeur qu'elle soit interne, donc pour fidéliser, ou externe pour attirer. Juste pour que l'on puisse parler le même langage, la marque employeur, selon la recherche, en fait, il s'agit de l'ensemble des avantages fonctionnels, économiques et psychologiques inhérents à l'emploi et avec lesquels l'entreprise, à titre d'employeur, est identifiée. Dans cette marque employeur, on y trouve différentes typologies d'avantages, et notamment 2 avantages qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. L'avantage économique, donc là, bien sûr, tout ce qui est financier et matériel, donc la rémunération, bien évidemment, mais aussi les avantages
psychologique, puisque avoir un niveau de vie arbitrable correct, avoir du pouvoir d'achat, avoir une rémunération, eh bien, cela va aider au sentiment, alors certes d'appartenance à l'entreprise, mais surtout de contrôle sur sa vie. Et donc, cela fait partie de ce qu'on appelle des avantages psychologiques. Donc, vous voyez que de parler de ce sujet, au-delà de l'actualité légale, on est bien là sur un sujet stratégique pour tout ce qui est l'expérience collaborateur ou la marque employeur. Et effectivement, nous avons la chance chez Great Place to Work de mener une enquête. Tous les ans, on prend un échantillon représentatif de salariés français. Et voici quelques chiffres que je souhaitais vous partager. Quand on demande aux salariés français quels sont les éléments qui les amèneraient à quitter leur entreprise, eh bien, en tout premier lieu, nous avons la rémunération. Donc à 29%. Premier élément. Pour votre bonne information, nous retrouvons le deuxième élément, c'est la relation avec votre manager de proximité. Et le troisième élément, le sens de votre travail. Mais donc cette rémunération a quand même toujours un certain poids, pas tant pour l'attractivité, mais surtout pour la fidélisation. Si je vous partage aussi d'autres chiffres de notre enquête, eh bien, nous voyons que 42% des salariés français se considèrent rémunérés à leur juste valeur. Ça, effectivement, c'est assez intéressant. Pour votre bonne information, nous considérons que des scores en dessous de 65% ne sont pas satisfaisants. Donc là, on est effectivement un petit peu en retrait. Cela n'a pas beaucoup bougé par rapport à l'enquête que nous avions menée en 2024. À noter qu'il y a une baisse sur certains secteurs, les métiers du service au ménage et l'hébergement médico-social. Autre sujet, autre question que nous leur avons posée, est-ce qu'ils estiment que le partage des bénéfices est équitable? Ils sont à 39% positifs sur ce sujet. C'est un résultat qui est ISO d'année en année. Et pour le coup, nous avons une hausse dans les métiers de la construction, ce qui est une bonne chose pour eux, même s'ils n'atteignent finalement que 48% positifs. Ce qui est intéressant, c'est sur ces deux items, ne pas être positif sur cette question. On ne sait pas exactement si c'est parce que les dispositifs mis en place ne sont pas suffisants ou si la transparence sur les dispositifs mis en place n'est pas suffisante. Donc, est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que les salaires sont trop bas? Ou est-ce qu'on manque de transparence, de communication sur comment fonctionne la rémunération au sein des entreprises ou le partage des bénéfices, par exemple? Dernière question, voilà, pour boucler la boucle sur notamment les avantages psychologiques. Cette question sur le fait que l'entreprise ne licencierait qu'en dernier recours. Nous sommes à 58% positifs de la part des salariés français pour cette année, moins 2 par rapport à l'année dernière, avec une baisse en particulier dans les secteurs finance, assurance, immobilier et l'enseignement. Autre chiffre que je souhaitais également vous partager, c'est celui-ci. En fait, quand on leur pose la question à ces salariés français plus directement sur le fait que femmes et hommes à poste égal et profil équivalent perçoivent la même rémunération, eh bien voici leur perception. Les hommes sont positifs à 68%, donc on est tout juste au-dessus de 65%, et les femmes à 63%, donc avec quand même un petit retrait par rapport aux hommes. Donc, à méditer, puisqu'effectivement, sur l'actualité juridique qui nous intéresse aujourd'hui, il y a aussi cette partie-là d'égalité entre les genres qui joue. Et cette fois-ci, c'est à vous de jouer. Nous avons préparé pour vous un petit quiz avec quelques questions pour savoir où est-ce que vous vous situez sur ces sujets. Donc, on a quelques questions avec des chiffres pour que vous puissiez nous montrer votre connaissance de tout cela avant que Barbara prenne la main sur les aspects plus juridiques. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser Klaxoon, qui est un outil de facilitation digitale. Vous pouvez, avec votre téléphone portable, scanner le QR code. Vous pouvez, sinon, aller sur votre moteur de recherche, taper go.klaxoon.com avec le mot de passe que vous voyez ici, tout en majuscule, 9NYYSUS. Normalement, le lien devrait être également mis donc dans le chat, donc vous pouvez aussi cliquer directement. Donc, je vais donc mettre l'activité en route, donc n'hésitez pas à y participer.
Je vous partage ça tout de suite. Donc normalement, l'activité est en route et vous allez pouvoir répondre aux questions. Sachant que ce sont des questions sur les écarts de rémunération, mais aussi sur le pourcentage d'entreprises qui communiquent déjà sur la grille de salaire, sur le pourcentage de salariés qui se dit favorable à plus de transparence sur les salaires, et enfin sur la directive européenne en particulier. Je vous partage tout de suite le klaxon, que vous puissiez voir cela. Alors, regardons un petit peu ce que vous me partagez. Donc, sur quel est l'écart de rémunération moyen entre les femmes et les hommes en France à temps de travail équivalent, vous êtes une majorité à avoir dit 14,2%, et c'est exact si on en croit la source Oxfam de 2025. Donc, c'est assez intéressant puisque c'est bien donc à temps de travail équivalent. Voilà, puisque si on prend sans faire de distinction par rapport au temps de travail équivalent, on arrive à 22,2% d'écart de rémunération moyen entre femmes et hommes, mais en le corrigeant avec le temps de travail, eh bien, nous arrivons à 14,2. Deuxième question. Quel pourcentage d'entreprises communiquent déjà sur la grille de salaire? Alors, vous êtes ici une majorité, 77%, à avoir dit 28,5%. Effectivement, si on en croit donc cette autre enquête menée par Figures, eh bien, nous avons quand même ce pourcentage d'entreprises qui communiquent déjà sur la grille de salaire, ce qui va peut-être être amené à augmenter, mais qui sont déjà dans ce dispositif. Ensuite, avec 100% de bonnes réponses, donc ça, bravo à vous. En 2024, quel pourcentage de salariés se dit favorable à plus de transparence sur les salaires? Eh bien, effectivement, la bonne réponse, c'est bien 80%. Voilà, donc, et c'est d'ailleurs une demande qui traverse toutes les générations, si on en croit l'étude que vous voyez en ressources. Et dernière chose, donc là, peut-être vous n'avez pas eu le temps de répondre, mais je vous donne la bonne réponse. Donc la directive européenne sur la transparence des rémunérations impose aux entreprises de publier des écarts de rémunération à partir de combien de salariés? Eh bien, effectivement, c'est à partir de 100 salariés que cette directive européenne s'applique. Donc merci beaucoup pour cette participation. Et puis, on va pouvoir donc passer au reste. Je reviens sur ma présentation. Tac, tac, tac. Et on va pouvoir passer à la suite, notamment sur la partie plus juridique. Donc Barbara, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Alors la directive sur la transparence des rémunérations, elle est dans les tuyaux depuis un certain temps déjà, puisque les premiers échanges à ce sujet remontent à juin 2019. Elle a finalement été définitivement adoptée au niveau de l'Union européenne en mai et publiée en juin 2024, ce qui laisse à chaque État membre la possibilité de transposer jusqu'au 7 juin 2026. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une directive? Qu'est-ce que ça veut dire transposer? Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'outil de la directive à l'échelle européenne, c'est un outil qui est utilisé pour donner un objectif commun à tous les États membres, c'est-à-dire que le cadre général est défini par le texte européen de directive, et ensuite chaque État membre doit transposer en droit interne la directive, donc va pouvoir définir des règles d'application différentes au sein du pays, pour autant que les objectifs fixés par la directive, le cadre général, soient respectés. Dit autrement, normalement, en juin 2026, tous les pays de l'Union européenne auront un dispositif qui respectera les objectifs et le cadre défini par la directive transparence des rémunérations et pourra le décliner de façon différente en droit interne. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que pour l'instant, on connaît le cadre, on connaît les objectifs, mais on ne sait pas encore la manière exacte dont le législateur va le transposer en droit français.
On ne savait pas, par exemple, si ça allait simplement passer par une modification à la marge de l'index égalité qui existe, ou si ça allait passer par une refonte complexe du dispositif. Pour information, il y avait des débats assez intenses au sein du gouvernement pour savoir laquelle des deux solutions serait privilégiée. Et on a eu, il y a quelques semaines, des déclarations du ministère du Travail allant dans le sens d'une refonte complète du dispositif existant d'index égalité professionnelle pour se calquer sur la transparence des rémunérations au sens de la directive. Donc, il faut s'attendre d'ici l'année prochaine à un projet de loi qui n'est pas encore connu, il n'y a aucun projet qui a fuité pour le moment à ma connaissance, mais qui refonde totalement ce qu'on connaît aujourd'hui de l'index pour intégrer effectivement les aspects de la directive et notamment l'un des aspects qui est le plus important, qui est celui du reporting. Alors, quel cadre est fixé par la directive? Il y a beaucoup de choses sont prévues. Le premier élément touche le processus de recrutement. Deux nouvelles obligations. La première, c'est l'obligation d'afficher les rémunérations, les éléments de rémunération sur l'offre d'emploi. Donc, l'employeur devra au minimum préciser le salaire de départ ou la fourchette de rémunération initiale. Entendons-nous bien, ce n'est pas parce que ça doit être précisé dans l'offre que, après coup, le salaire fixé pour l'embauche doit être absolument égal au salaire qui est indiqué sur l'offre ou absolument compris dans la fourchette de rémunération. L'idée avec cette information portée sur l'offre d'emploi, c'est de donner à tous les candidats les mêmes informations pour la négociation de leur salaire de départ, mais ça n'est pas une information qui doit lier absolument le candidat et l'entreprise pour la fixation de la rémunération. C'est vraiment une aide à la négociation. Deuxième aspect dans le process de recrutement, c'est l'interdiction de demander au candidat son salaire actuel et son historique de salaire. Ça, c'est pour éviter de faire perdurer des inégalités de rémunération pour quelqu'un, par exemple, qui aurait été sous-rémunéré dans son précédent emploi ou de maintenir quelqu'un sur un salaire ISO au simple motif que c'était son salaire antérieur. Deuxième aspect de cette directive, elle a trait au droit à l'information pendant le contrat de travail. La première traduction de ce droit à l'information, c'est le droit pour les salariés de demander et de recevoir, par écrit, des informations sur leur niveau de rémunération individuelle et sur les niveaux de rémunération moyens ventilés par sexe pour les catégories de travailleurs qui accomplissent le même travail qu'eux ou un travail de même valeur que le leur. Donc, ça veut dire qu'on obtient des informations de nature individuelle concernant le salarié qui fait la demande et des informations de nature statistique, globale, pour les salariés qui effectuent le même travail ou un travail de même valeur. Ça, c'est destiné à aider les salariés à savoir où ils se positionnent statistiquement dans leur catégorie, c'est-à-dire dans la catégorie des salariés qui font le même travail ou un travail de même valeur. Quelques précisions là-dessus. Le salarié peut faire la demande de communication directement ou alors il peut la faire via les représentants du personnel. Donc la directive vise les représentants du personnel. Nous, en droit français, le législateur devra nous dire si c'est plutôt le CSE ou plutôt les organisations syndicales. Et le salarié peut aussi faire cette demande via l'organisme centralisateur. Donc, c'est les organismes qui seront mis en place dans chaque État membre pour centraliser les données résultant des reportings dont on parlera dans un instant. Deux autres précisions importantes là-dessus, le délai de transmission de ces informations par l'employeur. La directive nous dit que ça doit être fait dans un délai raisonnable et de maximum 2 mois. Ça veut dire que chaque État membre pourra définir un délai raisonnable qui serait inférieur à 2 mois ou simplement laisser le maximum à 2 mois, mais en tout état de cause, c'est un délai qui est relativement court et qui invite les employeurs à préparer ces données en amont pour ne pas avoir à les calculer à chaque demande de salarié. Troisième et dernière précision là-dessus, c'est qu'une fois que l'information est transmise, le droit à l'information du salarié ne s'arrête pas forcément là, parce que si le salarié considère que les données transmises
sont soit inexactes, soit incomplètes, il a le droit de demander à l'employeur des informations complémentaires dans la limite du raisonnable, nous dit la directive. Donc là, c'est pareil, à voir comment ça sera transposé, mais a droit de demander des informations complémentaires auxquelles l'employeur doit répondre, là encore, dans un délai raisonnable. Au-delà de cette possibilité d'avoir accès à des informations sur demande, les employeurs doivent proactivement informer les salariés, une fois par an, de leur droit à recevoir ces informations. Dernière obligation à l'égard du droit à l'information, c'est de mettre à disposition, d'une manière facilement accessible, des critères utilisés pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération et la progression de la rémunération des travailleurs au sein de leur catégorie, sachant qu'évidemment, ces critères de progression doivent être objectifs et non sexistes. Ça, c'est une obligation dont, selon la directive, les États membres peuvent exonérer les employeurs qui comptent moins de 50 salariés. Donc, à voir si, en France, la loi de transposition exonérera les employeurs de moins de 50 salariés de la mise à disposition de ces critères d'évolution. Troisième nouveauté par rapport à la transparence des rémunérations, c'est le nouveau reporting qui est prévu par la directive. Alors, nous, c'est pas entièrement nouveau pour nous parce que depuis 2019 déjà, les entreprises de 50 salariés au moins doivent calculer et publier un index égalité professionnelle. Ceci étant, là, c'est la méthodologie de calcul et de reporting qui va changer, et aussi la manière dont on l'analyse. Puisque aujourd'hui, on calcule un index, on a la main pour la définition des catégories prise en compte pour les calculs des écarts éventuellement, mais on calcule l'index, on découvre un score, et derrière, il faut ou pas mettre en œuvre des mesures de correction ou de rectification. Là, la philosophie est un petit peu différente. Puisque déjà la manière de calculer s'appuie uniquement pour la directive sur le calcul des écarts et des médianes. Donc vous avez par exemple le calcul d'écarts généraux, par exemple entre les femmes et les hommes de manière générale, entre les composantes variables ou complémentaires de rémunération entre les femmes et les hommes de manière générale, donc c'est-à-dire toutes catégories confondues. La calcul de médiane et de quartile pour l'ensemble des salariés. Et puis, vous avez le calcul qui fait le plus parler, c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs. Sachant qu'une catégorie de travailleurs, c'est comme pour le droit à l'information, une catégorie qui regroupe tous les salariés qui réalisent un même travail ou un travail de valeur égale. Une fois qu'on a calculé ces écarts, les résultats sont communiqués à l'organisme centralisateur, et en fonction des indicateurs, donc pour les indicateurs généraux, on communique au public, et pour les indicateurs par catégorie aux salariés, il faut également prévoir donc cette deuxième communication. Et là où ça change complètement de philosophie, c'est qu'il faut regarder, selon la directive, l'écart des rémunérations par catégorie. Et si cet écart est supérieur ou égal à 5%, premier critère, et n'est pas justifié par des critères objectifs et non sexistes, deuxième critère, dans ce cas, il y a une obligation de réaliser ce que la directive appelle une évaluation conjointe des rémunérations avec les représentants du personnel. Donc, vous voyez que là, on passe en fait d'un système où on découvre le score et on met en place des mesures de correction. Là, ce qui est prévu par la directive, c'est une double analyse. Premièrement, je calcule les écarts. Deuxièmement, je regarde s'ils sont justifiés. Et s'ils ne sont pas justifiés, c'est là que potentiellement, je devrais réaliser cette évaluation conjointe des rémunérations. Ce reporting annuel, j'ai juste deux dernières précisions là-dessus. Le reporting annuel dans la directive est prévu effectivement à partir de 100 salariés.
En France, pour l'instant, l'index est prévu à partir de 50 salariés et la directive autorise les États membres à baisser le seuil de réalisation de ce reporting. Donc, une des questions qui reste en attente, et c'est la raison pour laquelle on attend de voir ce projet de loi de transposition, c'est de savoir si, pour l'avenir, en France, le seuil de calcul sera relevé à 100 salariés ou s'il restera, comme pour l'index existant actuellement, à 50 salariés. Question aussi de la périodicité, puisque la directive prévoit un reporting annuel uniquement pour les entreprises de 250 salariés et plus, et tous les 3 ans, entre 100 et 249 salariés. Donc ça, c'est aussi une grosse question, et on attend encore une fois d'avoir la loi de transposition sur ce sujet. On peut passer à la suivante. Alors, l'évaluation conjointe des rémunérations, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme ce qu'on connaît déjà sur la négociation relative à l'égalité professionnelle, et ça devrait d'ailleurs s'ajouter à notre négociation annuelle obligatoire sur ce point, comme s'ajoutent aujourd'hui les mesures de correction en cas d'index, en cas de score insuffisant à l'index. Et donc, cette évaluation conjointe des rémunérations, elle doit recenser, corriger et prévenir les différences de rémunération entre les travailleurs féminins et masculins qui appartiennent à une même catégorie et qui ne sont pas justifiés par des critères objectifs et non sexistes. Elle doit être mise à disposition des salariés, des représentants du personnel, de l'organisme centralisateur et sur demande de l'inspection du travail, en clair, la terre entière. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui est assez coercitif, cette évaluation conjointe des rémunérations. Et c'est la raison pour laquelle la directive la réserve un peu en dernier recours, c'est-à-dire le cas dans lequel on constate des écarts, premièrement, et deuxièmement, ces écarts ne sont pas objectivement justifiés. Une fois que cette évaluation conjointe des rémunérations est faite, les mesures doivent être mises en œuvre et elles doivent être suivies par les représentants du personnel. Ça, c'est pareil, c'est pas entièrement nouveau pour nous, puisque à partir du moment où le score de l'actuel index est insuffisant, les mesures de correction mises en place, par le plan ou par l'accord, doivent être également suivies dans le temps et en lien avec les représentants du personnel. Voilà donc les 4 principaux apports de cette directive. Il y a beaucoup d'autres mesures qui sont prévues par cette directive, mais qui vont être moins impactantes en France parce qu'on les connaît déjà. Elles vont avoir trait principalement aux aspects judiciaires. Est-ce que tu peux revenir en arrière, Tiffaine ? Les autres mesures, donc ça va être celle d'accès au juge, au droit à l'indemnisation et à réparation intégrale du préjudice subi. Ça, c'est déjà des choses qui existent en droit français. La possibilité d'injonction, donc c'est la possibilité d'un organisme étatique d'enjoindre l'employeur à faire cesser les manquements constatés. C'est déjà quelque chose qui existe et c'est une fonction qui est dévolue à l'inspection du travail en France. Le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination, c'est-à-dire la possibilité pour le salarié qui s'estime victime de discrimination de simplement présenter des faits qui laissent présumer l'existence d'une discrimination, à charge ensuite pour l'employeur de démontrer l'absence de discrimination. Donc ça existe déjà. L'accès aux preuves, c'est-à-dire le droit pour le salarié à demander à un juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, ça existe déjà via les référés 145 du Code de procédure civile. Les délais de prescription, frais de justice, l'existence de sanctions prévues en cas de violation des règles d'égalité professionnelle et la protection contre les mesures de rétorsion. Ça, ce sont déjà des dispositifs qui existent en droit français et on anticipe que le droit positif français évoluera finalement assez peu sur ces points-là avec la directive, sous réserve évidemment de ce que pourrait prévoir la loi de transposition. Barbara, je me permets de te poser quelques questions qui sont dans le chat avant que tu passes sur la suite. Donc, nous avons une première question. Est-ce que sur le processus de recrutement, ce que tu nous as partagé s'applique à tous ou uniquement pour les PME ? Alors, ça s'applique à tous. C'est un des rares articles de la loi pour lequel il n'y a pas de condition d'effectif. Entendu. Deuxième question, est-ce que la transmission des informations est bien anonymisée ?
De fait, oui. En fait, les seules informations individuelles qui sont prévues sont celles qui ont trait aux travailleurs. Et les autres informations, selon la directive, sont bien des moyennes, donc c'est-à-dire des données qui sont par nature collectives. Et d'ailleurs, la directive prévoit que que les États membres, peuvent autoriser les entreprises dans lesquelles la transmission de moyennes aboutirait à donner des salaires individuels. C'est le cas, par exemple, dans les catégories qui seraient très petites, par exemple des catégories qui ne compteraient que 2 salariés. Il est bien évident que si vous transmettez à un salarié la moyenne, une simple règle de 3 lui permet de connaître le salaire de son collègue. Donc, que les États membres pourront autoriser les entreprises dans cette situation à ne pas communiquer les informations aux salariés, mais à les communiquer uniquement de façon confidentielle aux représentants du personnel et à l'organisme centralisateur, à charge ensuite pour les représentants du personnel, sans dévoiler ces informations dans le détail, de conseiller le travailleur, le salarié, d'agir ou non au fondement de l'égalité de traitement. Donc des mécanismes existent dans la directive et l'esprit de la directive, c'est vraiment de travailler sur des données collectives, moyennes, médianes, quartiles, et pas de rendre absolument publiques les rémunérations individuelles de chaque salarié. Le seul élément peut-être à souligner là-dessus, c'est que quand même la directive prévoit que les États membres doivent autoriser les salariés à divulguer leur rémunération à leurs collègues et que les clauses de confidentialité qui seraient prévues dans les contrats de travail sur la rémunération devraient être ipso facto levées légalement pour ne pas empêcher les salariés de divulguer leur rémunération. À savoir qu'en France, de toute façon, ce type de clause est très rare. Et de toute façon, confidentialiser la rémunération d'un point de vue jurisprudentiel, ce serait déjà contestable. Donc, assez peu d'impact à notre niveau, mais retenez quand même que la directive, pour les autres États membres en tout cas, permet effectivement une divulgation des informations individuelles, mais par le salarié lui-même. Entendu. J'avais une autre question sur la catégorie de travailleurs. Est-ce que c'est des travailleurs de même échelon quand tu dis que c'est le même travail ou même valeur de travail? Alors, très bonne question. Là-dessus, on peut passer sur la slide suivante et c'est effectivement ce qui fait le plus débat aujourd'hui. Et c'est le nerf de la guerre de cette directive de définir les catégories de salariés, c'est-à-dire les catégories de travail, de même travail ou de travail de valeur égale, parce que ça va servir à plusieurs niveaux. Déjà, quel est le périmètre de l'information que je donne à chaque salarié, c'est-à-dire cartographier les emplois pour que je sache à quelle catégorie appartient chaque salarié. Et puis, ça va aussi servir de base à mon reporting. Donc, si mes catégories sont trop larges, ça veut dire que je vais avoir des éléments qui ne seront pas représentatifs. Je vais nécessairement avoir un écart supérieur à 5% et un gros travail derrière d'identification de critères. Donc ça, cette définition des catégories de travail, de même travail et de travail de valeur égale, c'est vraiment le nerf de la guerre. La directive nous dit que ces catégories doivent être définies au sein de l'entreprise en tenant compte de critères comme la responsabilité, les conditions de travail, la valeur du travail, et doivent prendre en compte aussi les soft skills, c'est-à-dire les savoir-être. Et ça, c'est le grand cadre qui est donné par la directive, qui est difficilement transposable en entreprise, il faut bien le dire. Et puis le deuxième élément que nous dit la directive, c'est que ces critères doivent être définis en coopération avec les représentants du personnel quand ils existent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en droit français, notre loi de transposition va certainement prévoir un processus pour définir ces catégories de personnel qui va impliquer à minima une consultation du CSE, voire un avis conforme du CSE ou un accord collectif avec les organisations syndicales représentatives. Donc, il va déjà y avoir une première question de la méthodologie. Ensuite, il va se falloir également savoir comment est-ce qu'on définit une catégorie de personnel. Et ça, alors, on verra la loi de transposition, on verra les critères qui seront posés, mais si on s'en tient aux critères qui sont posés par l'administration
pour l'actuel index, qui fait déjà référence à cette notion de travail de valeur égale. L'administration nous dit qu'on ne peut pas s'en tenir aux intitulés de poste, on ne peut pas non plus s'en tenir au domaine d'activité, c'est-à-dire se dire que je fais par sectorisation, par exemple mon secteur informatique, mon secteur marketing, mon secteur communication, parce que ce serait trop restrictif. Donc, effectivement, la grande tendance des entreprises qui souhaitent se préparer aujourd'hui, c'est plutôt de prendre les niveaux de classification pour faire des simulations et de travailler au sein de ces niveaux de classification pour sous-catégoriser en fonction de critères tels que les responsabilités, la technicité, les conditions de travail, etc., pour sous-catégoriser et obtenir une simulation de catégorie professionnelle au niveau de l'entreprise. Ce qui est conseillé, c'est donc déjà de faire ce travail dès maintenant et d'essayer de calculer les écarts de rémunération aujourd'hui sur ces catégories de catégories professionnelles simulées pour voir si c'est cohérent et pour voir si ça fait apparaître des écarts importants. Et pourquoi c'est important de le faire maintenant? Parce que si la directive est transposée en 2026, ça veut dire que le premier reporting devra avoir lieu en 2027 sur les rémunérations de 2026. C'est-à-dire que si on attend 2026 pour faire ce travail, ça veut dire que on n'aura pas pu en fait travailler en amont sur les écarts de rémunération, les analyser, et tout ceci du coup devra se faire dans le cadre de l'évaluation conjointe des rémunérations et dans le cadre strict de ce qui sera alors défini par la loi. Donc c'est vrai que c'est quand même très recommandé de commencer à faire ce travail aujourd'hui. Sachant que j'ai aussi quelques questions pour toi sur, tu parlais de se préparer dès maintenant pour l'année prochaine, puisque ce sera sur la base de la rémunération de l'année précédente. On avait une question qui était posée sur aussi la rétroactivité. Est-ce que c'est rétroactif quand on se rend compte qu'il y a peut-être un écart, ou est-ce que c'est qu'à partir du moment où on l'a calculé dans le cadre de cette législation? Alors, sur la rétroactivité, la prise en compte collective de l'écart, elle n'est pas rétroactive, à ceci près que le premier reporting sera calculé en 2027 sur des rémunérations 2026, c'est-à-dire à une période où on n'aura peut-être même pas encore la loi de transposition connue pour les premiers mois de 2026. Mais en tout cas, toutes ces mesures de correction, elles seront pour le futur. En revanche, les droits des salariés, eux, sont rétroactifs dans les limites de la prescription. C'est-à-dire qu'un salarié qui serait dans une situation d'inégalité de traitement par rapport à ses collègues qui auraient un travail de même valeur pourrait demander une réparation du préjudice, c'est-à-dire de l'écart de rémunération sur la période de prescription, c'est-à-dire les 3 années précédentes. Entendu. Sur aussi, tu parlais de critères objectifs et non sexistes. Nous avons eu une question qui soulignait est-ce qu'on ne s'intéresse que sur les écarts entre hommes et femmes, ou est-ce que finalement, même si on est du même, ou est-ce qu'on regarde aussi entre hommes, entre femmes, etc., ou est-ce que c'est vraiment que entre hommes et femmes? Alors, pour cette directive, c'est uniquement entre hommes d'une part et femmes d'autre part. Et c'est pour ça que la directive mentionne toujours non sexiste en plus de critères objectifs. Et ces critères, donc c'est pareil, ce sont des critères qui, selon la directive, doivent être définis en concertation avec les représentants du personnel. Le wording de la directive est un peu différent, donc j'anticipe plus que pour ces critères-là, ce soit une consultation davantage que sur la définition des catégories dont on parlait tout à l'heure. Mais effectivement, il faudra identifier les critères qui justifient les différences de rémunération. Donc, en termes de critères non sexistes, on peut, par exemple, penser aux suggestions particulières, c'est-à-dire du travail de nuit, du travail par poste, en travail posté, par exemple, pour différencier au sein d'une même catégorie 2 types d'emplois différents. Ça pourrait être aussi la performance. Alors ça, la performance, c'est un critère qui va être certainement très, très, très utilisé, mais c'est un critère qu'il va pas falloir ensuite objectiver dans les faits. Et ça, Tiffaine, je pense que tu pourras nous en reparler sur effectivement le rôle énorme des managers avec cette directive de documentation de la performance.
Et voilà, tout ce qui pourrait être objectif et non sexiste pourrait être pris en compte. Alors, je vais me permettre de faire la... Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je me permets de faire la maîtresse du temps, puisqu'il Ouais. nous reste que quelques minutes pour avancer, pour qu'on puisse aussi partager des bonnes pratiques de l'extérieur. Alors, j'avance. Sachant que naturellement, tout le support vous sera partagé. Donc, mais on tenait à répondre à vos différentes questions. Juste effectivement, pour revenir sur ces différents sujets et sur le comment, donc comme l'a suggéré Barbara, il y a différentes actions que vous pouvez mener dès aujourd'hui, notamment, et aussi quelques leviers RH à garder en tête, notamment la redéfinition des grilles de salaire, identifier les écarts d'ores et déjà et essayer de les expliquer, de miser aussi sur la collaboration, notamment d'impliquer les collaborateurs dans la co-construction des grilles pour être sûr que ce soit bien... Enfin, déjà d'avoir leur point de vue, eux qui sont au plus proche du terrain, mais au-delà de ça, que ce soit aussi bien accepté pour la suite, et de d'ores et déjà revoir les offres d'emploi que la directive tarde ou non à se traduire en droit français. Au niveau des organisations, si on reprend notre enquête menée par Figures récemment, donc ils se rendent compte qu'il y a différents niveaux en fait de dispositifs qui sont partagés par les organisations avec lesquelles ils travaillent. Il y a 59% des organisations qui communiquent sur la politique de rémunération, donc ce qui est déjà quand même une belle majorité. Ensuite, nous avons en niveau 2, 28,5% qui communiquent sur la grille de salaire. Et enfin, nous en avions 12% qui communiquent sur les salaires individuels. Donc effectivement, c'est une minorité. Mais voilà, donc on vous enjoint à aller voir cette enquête pour en savoir davantage. Et sachant qu'il y a certaines actions qui ont déjà été déployées par les DRH pour être en conformité avec cette directive. Notamment, donc sur cette enquête, donc baromètre des DRH 2025 menée par ABV Group, donc il y a différentes choses, notamment la mise en place de la classification des postes pour comparer les rémunérations à postes équivalents, donc à 59% d'entre eux qui ont avancé là-dessus, enfin, en tout cas qui initient le sujet. Ensuite, à 51%, le calcul des écarts de salaire et 36% sur l'allocation d'un budget pour réduire les écarts de rémunération non justifiés. Par contre, effectivement, il y a certains sujets sur lesquels ils n'ont pas encore avancé, ou en tout cas qui est un petit peu plus, sujet un peu plus en retrait, notamment la communication du salaire d'embauche, la communication de la politique de rémunération et des modalités de détermination des salaires, et la formation pour réduire les biais et communiquer sur la détermination des salaires. Quelques bonnes pratiques aussi à vous partager. Vous connaissez sans doute Decathlon, qui a mis en place un BSI, donc un bilan social individualisé, dématérialisé et mensuel. Donc, ils n'ont pas attendu la mise en place et l'arrivée de cette directive. Mais donc, l'idée, c'est que chaque collaborateur a la possibilité de suivre sa rémunération au mois le mois avec dedans sa rémunération directe, l'ensemble des avantages indirects perçus ou simulés. Et il y a bien sûr l'organisation d'entretien annuel avec le manager pour expliquer la rémunération. Barbara le soulignait, mais je ne peux qu'être d'accord avec cela. C'est un sujet RH, mais c'est surtout un sujet d'entreprise et de management en tout premier lieu. Au sein de la CNAV, il y a eu la mise en place d'un chatbot accessible à tous pour répondre à près de 500 thématiques sur les congés, la paie, les horaires variables, l'administration du personnel, etc. Ils ont utilisé une start-up qui s'appelle les Petits Bots pour les aider sur ce sujet-là. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça a quand même permis aux gestionnaires de paie de se libérer du temps pour avancer sur d'autres sujets et en même temps, pour les collaborateurs, de gagner en transparence sur l'ensemble des éléments. Si on va vraiment sur la transparence plus, on a quelques autres bonnes pratiques à vous partager, notamment chez Utopie, un cabinet de conseil en RSE, qui a mis sur son site internet, notamment sur la partie recrutement, une grille de salaire pour tous les grades, donc consultant, senior, manager, direction, même la fondatrice. Voilà. Donc, et c'est vraiment publié pour être le plus transparent possible. Nous avons une autre organisation qui s'appelle Buffer, qui font des logiciels de gestion des réseaux sociaux et qui publient les salaires internes. Donc eux, c'est carrément les salaires même individuels et les rend
public. Donc, avec un calcul aussi du calcul du salaire qui est réalisé avec la catégorie de métier, fois la seniorité, fois l'expérience, et en prenant en compte la situation géographique. Donc eux, ils sont, je dirais, transparents plus. Encore une fois, ça dépend de leur maturité, de la culture d'entreprise, la culture managériale. Enfin, voilà, l'idée, c'est pas de copier-coller, mais ça peut vous donner une inspiration. Dernière autre bonne pratique, eh bien, c'est la transparence des salaires en interne, mais aussi en externe, notamment, alors c'était une pratique qu'on a pu observer où il y avait en fait quasiment une simulation de son futur salaire en cliquant sur le métier que l'on visait dans l'entreprise, le niveau de poste, la seniorité, etc. Et puis, on voyait l'ensemble des avantages et la fourchette qui pouvait nous être proposée si nous postulions dans l'organisation. Dernière bonne pratique chez Figures, donc, dont on a utilisé l'enquête aujourd'hui, eh bien, c'est un outil d'analyse des pratiques marché, donc justement pour prendre des décisions concernant les packages de rémunération. Donc, on vous recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil. Et chez Kimberly-Clark, eux, ils ont mis en place un service vraiment, donc Comp and Bent pour l'ensemble des collaborateurs européens, avec des enquêtes annuelles pour vérifier l'alignement des rémunérations et un réajustement tous les 2 ans, si besoin, au niveau des grilles de salaire. Et tout ça bien avant que l'on parle de la directive. Donc voilà quelques bonnes pratiques pour nourrir aussi votre réflexion et peut-être aller voir vos interlocuteurs en interne pour leur montrer que c'est déjà en cours dans beaucoup d'organisations et essayer de les éclairer par rapport à tout cela. Nous vous avons mis un certain nombre de sources dans le document pour que ça puisse être le plus confortable pour vous pour aller transmettre ces messages. Alors, merci aussi pour toutes vos questions. Malheureusement, étant donné le timing, nous n'allons pas réussir à répondre à toutes ces questions-là. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, que ce soit Barbara ou moi-même, pour continuer les échanges. Naturellement, l'enregistrement ainsi que le support sera téléchargeable suite à ce webinaire. Donc, voilà. N'hésitez pas. Mais en tout cas, ma foi, il est midi. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation, pour votre attention. Et puis, eh bien, à la prochaine fois pour un nouveau format de ce type entre Littler et Great Place to Work. Donc, merci beaucoup, Barbara. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.